Bonjour à tous. Alors, oui, bonjour. Bienvenue dans cet endroit absolument magnifique, cette salle des fêtes qui a été conçue pour vous, Eri De Luca, et pour vous, Marie-Hélène Lafont. Regardez cet écrin pour cette discussion qui nous a été offert. C'est l'hôtel de ville de Vincennes. On attend, enfin, je meuble un peu parce que on voit que les derniers sont en train d'arriver et je sais que vous courez tous d'une rencontre à l'autre. Il y en a qui sont un tout petit peu plus sérieux et qui sont venus un petit peu à l'avance réserver leur place. Bienvenue à tous. On va commencer cette rencontre aujourd'hui avec nos deux invités, deux écrivains européens, français et italiens, dans ce festival America. Voilà peut-être pour la particularité, la singularité de cette rencontre. Notre besoin de racines et de solidarité. De racines ou de sources, dirait peut-être notre première invitée, Marie-Hélène Lafont, romancière, plume du déclin d'un monde paysan à travers la vie d'une ferme dans son dernier roman. Après Histoire du Fils, prix Renaudot en 2020, gros succès de librairie. Marie-Hélène Lafont, vous avez publié en début d'année un court récit, un court roman, Les Sources, chez Buchet-Chastel, qui nous emmène dans une ferme isolée du Cantal et fait de nous les témoins du quotidien d'une famille des années 60 qui vit au rythme d'un mari et d'un père, mari et père, violents, car c'est la même personne. Ce sera d'ailleurs il, sous votre plume, et puisque c'est lui qui bat la mesure du foyer, lui qui a pris le dessus de cette famille, il est le premier mot du livre, il dort sur le banc. Un récit à trois voix, trois temps, trois mouvements, la mère, puis quelques années plus tard le père, puis aujourd'hui Claire, l'une des deux filles, qui revient dans la maison et se souvient. Des racines ou des sources, notre besoin aussi de solidarité ou de fraternité, dirait notre deuxième invité, l'écrivain italien Eri De Luca, qui fait partie des écrivains invités cette année à faire donc rouler le R européen au festival America. Bonjour. Vous pouvez prendre vos micros tous les deux. Ils vont vous être utiles. Eri De Luca, un horloger à la retraite, campe dans les montagnes régulièrement, il part s'isoler, il part méditer, il part contempler, et un soir une jeune gitane se réfugie dans sa tente. Elle fuit son père, elle fuit un mariage arrangé, et malgré elle, elle fuit aussi sa communauté et ses animaux. C'est leur rencontre, leur dialogue, leur manière peut-être de s'apprivoiser et d'habiter ce monde, s'apprivoiser l'un et l'autre avec des mots que vous nous racontez dans ce nouveau roman, Les règles du Mikado, paru chez Gallimard. On est bien heureux de vous avoir tous les deux, réellement bienvenue et bonjour. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous sentir étranger chez vous, comme si vous ne compreniez plus les codes, les valeurs, les évolutions de votre époque ou de votre pays? Ce sentiment d'étrangeté chez soi, est-ce que vous l'avez ressenti, éprouvé, Marie-Hélène Lafont? Merci pour cette invitation et cette question. Il me semble que si on n'a pas ce sentiment-là, on n'écrit pas de livre. Vous voyez, l'écriture, son désir et sa nécessité, ça procède aussi de ça, c'est-à-dire d'une distance entre soi et entre soi et le monde, d'une étrangeté profonde, irréductible et irrémédiable, qui persiste et demeure entre soi et le monde. Et les livres, ça serait comme des filins tendus et lancés au-dessus ou dans l'espace vide et vertigineux de cette étrangeté. Je dirais ça. Eri? Pour la question des livres, je dirais qu'il est nécessaire pour moi la distance. Ça veut dire que c'est comme écrire une lettre. On n'écrit pas une lettre à quelqu'un qui habite dans la chambre à côté. Il doit être loin, l'autre, et alors on écrit une lettre pour essayer de le rejoindre. Mais quant à l'étrangeté, oui, c'est normal pour moi, parce que je viens de Naples. Et alors, le moment où je me suis arraché de cette ville à 18 ans, et je me suis arraché comme un dent qui se extrait d'une mâchoire, alors, dans ce moment-là, depuis ce moment-là,
le dent, avec ses racines, on ne peut pas se mettre dans une autre mâchoire. Donc il reste étranger à tout autre endroit. Et même dans la maison où j'habite maintenant, que c'est une maison de la campagne autour de Rome, que j'ai bâtie avec mes mains, que j'ai planté tous les arbres qui sont là, où sont morts mes parents, même là, quand je rentre le soir, quand je rentre d'un voyage comme ça, en entrant, je sens entrer et demander c'est permis de moi-même. Je dis, parce que je suis étranger, même dans l'endroit le plus intime possible. Parce que je me suis arraché du seul lieu où je ne serais pas un exilé, et c'est la ville de Naples. Racine et solidarité. Derrière Racine, j'entends réancrage, recentrage. Et peut-être derrière solidarité, j'entends aussi ouverture, accueil, hospitalité. Votre roman, vous, Éric De Luca, à travers la rencontre de cette jeune gitane, tzigane, passe-muraille, saute frontière, et de ce vieil horloger, campeur des cimes, alpiniste, montre que ce double mouvement de réancrage et d'ouverture n'est pas forcément contradictoire. Il ne s'agit pas forcément de deux forces contraires qui s'opposeraient. On peut plaider pour l'ouverture et quel est le contraire de déracinement, réenracinement? Enracinement. Enracinement. Mais heureusement qu'on a des écrivains, je suis désolée. Les arbres peuvent s'enraciner. Réenracinement. Ça ne s'oppose pas forcément. Non, la question. Non, ça y est. Maintenant que vous avez corrigé mon français, tout est bon. Non, la question. La question est. Il ne s'agit pas forcément de deux forces contradictoires. On peut comprendre cette double aspiration, à la fois d'un retour aux sources, aux racines, et puis ce besoin que nos sociétés ont, que les individus ont, d'ouverture, d'hospitalité, d'accueil. L'accueil, l'hospitalité est obligatoire. Ce n'est pas un choix. Espèce en montagne, non, on se trouve dans une tente en montagne, il y a quelqu'un qui a besoin d'être soigné, réparé, protégé, et donc la tente est faite pour ça. Et donc l'accueil est obligatoire. Autrement, on pourrait dire qu'il s'agit d'omission de secours. Chez nous, notre gouvernement, les gouvernements italiens ont incité à la omission de secours. Dans la mer, par exemple, il y a toute une série de lois qui empêchent de sauver des vies humaines qui sont en train de se noyer. Des lois parfaitement légales qui sont votées par le Parlement et qui sont, pour moi, parfaitement illégales. Ça veut dire qu'il y a dans chacune personne un sentiment de la justice. La justice, c'est un sentiment, ce n'est pas un code de voix. Et le sentiment de la justice est un sentiment qui se forme très tôt dans la créature humaine. La première objection qui fait un enfant face aux parents, aux adultes, ce n'est pas juste. C'est curieux, non? Comme il peut savoir qu'est-ce qui est juste et injuste. Mais il le sait. Il s'est formé ce sentiment de la justice. Donc, mon sentiment de la justice, c'est un sentiment qui s'est formé complètement à Naples. Ça veut dire sur des questions napolitaines. Ça veut dire que ma mère me montrait l'autre gamin qui n'avait pas de chaussures, qui n'avait pas de vêtements, qui n'avait pas de médicaments, qui n'avait pas d'école, qui n'avait pas de nourriture. Et avec moi, il faisait la différence. Alors, cette différence formait mon sentiment de justice. Sentiment de justice qui était celle de l'injustice. J'ai un fort sentiment de l'injustice. Et donc, c'est ce que je me trouve à prouver dans l'Italie des lois qui empêchent le secours et essaient d'offrir, qui donnent à des pirates libyens appelés gardes marines, mais sont des pirates, donner des sources pour retarder, empêcher et refuser l'accueil.
l'accueil qui est légalement obligatoire. On ne peut pas repousser les gens. Il faut d'abord écouter recevoir leur demande d'asile, et après on peut la renvoyer, on peut la refuser. Mais d'abord, il faut, est obligatoire, accepter la demande d'asile. Donc c'est tout illégal dans cette question des flux migratoires chez nous. Par contre, ce qui se produit à le haut niveau des gouvernements ne se produit pas, ne se reproduit pas au rez-de-chaussée de la vie. Ça veut dire que l'accueil est immédiat. Et c'est la formule de la civilisation de la Méditerranée, pour moi. L'accueil, la circulation des gens qui ont besoin de trouver un autre endroit parce que l'endroit d'où vient, c'est un endroit pourri, aride, et malade, et un endroit de guerre, il doit fuir, non? Et quand on lit dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, que les gens arrivaient dans l'Égypte, qui était la terre la plus riche de l'époque, c'était une Amérique de l'époque. Et l'Égypte acceptait tout le monde qui arrivait là, tout le monde qui demandait asile. Et c'était parfaitement normal, parce qu'ils pouvaient exploiter les énergies, les forces qui venaient d'ailleurs pour toutes les pyramides ont été battues par les immigrés. Ce n'étaient pas les Égyptiens qui faisaient le travail, c'était les immigrés. Donc, voilà, c'est une question de la civilisation de la Méditerranée, l'accueil. Marie-Hélène Lafont. De la question, un peu la réponse longue. Ces règles-là, si vous voulez, oui, ce mouvement, voilà, de l'hospitalité, de l'accueil intangible, enfin, voilà, qui devrait ne pas souffrir tous les empêchements légaux qui sont entassés dessus dans nos sociétés contemporaines. En ce qui me concerne, en tout cas, enfin, il m'accable d'un sentiment d'impuissance totale que la littérature ne lève pas. C'est-à-dire que on peut en écrire pour créer des espaces textuels qui permettent de penser les choses et peut-être de s'en consoler, mais les choses continuent. Donc je dois dire que, ouais, en ce qui me concerne, je ne peux pas dire le contraire, je me défends mal d'un sentiment d'impuissance totale. Quand bien même on aurait l'espace des textes pour inventer un moment où les choses tourneraient autrement, où elles tourneraient comme en montagne dans les règles du Mikado. Bon, donc c'est une position très très inconfortable, celle de l'impuissance. Mais en fait, tout le monde sait bien ici qu'il y a des vies et des itinéraires de vie, dont celle de Eri De Luca, qui justement se situent en dehors de l'impuissance. Donc, c'est bien. Vous êtes d'accord, Eri De Luca, avec ce que dit Marie-Hélène Lafont sur cette relation d'impuissance et notamment cette impuissance éventuelle de la littérature. Quand vous évoquez ce devoir de civilisation, ce sont aussi les mots que le pape avait prononcés il y a un an, quand il était venu en visite à Marseille. Il avait parlé de cette nécessité d'accueillir. C'est un devoir d'humanité, disait-il, hein, c'est un devoir de civilisation. Et il rappelait aussi que il estimait que devant un tel drame, lui aussi, les mots ne suffisent pas, que les mots ne servent à rien, disait-il même. Est-ce que vous ne trouvez pas que là, le jugement est un peu fort face à la littérature et face aux mots?
Moi, ça me rappelle évidemment le très beau poème que vous aviez écrit en 2014, Notre Mère, cette prière laïque que vous aviez écrit après un énième naufrage au large de Lampedusa. Je ne crois pas que les mots servent à rien. Et vous? Non, les mots servent beaucoup. Mais quand on parle d'impuissance, ma relation est avec les gouvernements. Les gouvernements sont impuissants. Avec tout leur pouvoir, sont impuissants. Impuissants, par exemple, à régler les flux migratoires, qui sont des choses qui se produisent régulièrement dans notre mer depuis une vingtaine d'années. Et ils continuent à l'appeler emergenza, émergence. Qu'on peut appeler émergence un phénomène qui se produit régulièrement tous les jours. Si tu l'appelles emergenza, ça veut dire que tu ne sais pas gérer le quotidien, les affaires élémentaires de ta tâche de gouvernement. Ils sont impuissants, régulièrement impuissants à régler tout ce qui se passe dans l'urgence de la vie des personnes. Ils sont incapables d'imaginer un monde qui marche sans les fossiles, non, sans l'énergie fossile. Ils n'arrivent pas à faire les démarches pour arriver à ce seuil élémentaire. Donc, quand on parle d'impuissance, je l'attribue exclusivement au gouvernement. Pour ce qui regarde moi, je suis quelqu'un qui essaie d'inventer des réponses. Parce que toutes ces choses qui se produisent dans le monde sont pour moi comme des points d'interrogation. Sont faits comme un crochet de points d'interrogation qui arrivent et commencent à me piquer le système nerveux. Et donc, il me force à inventer quelques réponses. Des réponses qui parfois sont des réponses collectives. Parce que quand j'étais jeune, je me suis trouvé dans une génération politique qui inventait une réponse collective. Et après ça, j'ai dû inventer des réponses individuelles. Et les romans, les textes que vous écrivez, sont des réponses individuelles? Non, sont une manière d'abord pour me tenir compagnie. Parce que quand j'écris une histoire, et je l'écris avec le stylo sur le cahier, la première couche est pour moi. Mais quand je décide que je la recopie, alors c'est pour les autres. Alors, c'est une différence qui regarde le fait que ça, ce sont des histoires que je fais d'abord pour moi, après pour quelqu'un qui veut le lire, mais qui ne font pas rien que de tenir compagnie. Mais pour moi, la question, c'est quelle est notre spécialité? Notre spécialité, c'est la parole. Non? La parole ou l'écriture? Non, la parole. La parole. Nous profitons... Ou le langage. Le langage, non, la parole, la liberté d'expression. Nous sommes des favoris de la liberté d'expression, parce que nous pouvons nous exprimer, et il y a des personnes qui veulent nous écouter, au-delà de lire, nous écouter. Alors, nous avons ce privilège de la parole, de la liberté de parole. Et alors, qu'est-ce que pouvons-nous faire? Nous pouvons faire de la manière que tout le monde puisse avoir une voix écoutée. Ça veut dire qu'il y a des luttes qui se produisent dans le monde, dans notre pays, et qui sont des luttes qui sont presque silenciées. Personne ne les écoute. Ou si on les écoute, on les calomnie. Alors, qu'est-ce que peut faire quelqu'un? Défendre la liberté d'expression et d'écoute de ces voix. Il y a une phrase dans le livre des Proverbes de l'Ancien Testament qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet ». Ça veut dire, le muet, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas les cordes vocales, mais c'est quelqu'un qui a les cordes vocales, qui crie, et personne ne l'écoute. Alors, faire la transmission, faire comme une antenne qui relance plus loin le signal de cette voix, ça c'est la seule tâche qui nous regarde comme détenteurs de cet outil merveilleux qu'est la parole. Éric De Luca, dans vos deux romans, justement, Marie-Hélène Lafont également, il est question de ça, il est question de cette transmission.
Elle passe par le silence, parfois. On parlait de l'injustice dans le regard des enfants. C'est ce qui se passe au sein de cette petite cellule familiale, dans cette ferme. Ce que vous racontez, Marie-Hélène Lafont, dans les sources. Au début, le silence est entier. La mère ne parle pas des violences qu'elle subit de la part de son mari. Elle n'en parle ni à sa mère, ni à ses enfants. Et puis à un moment, il arrive justement ce stade. Les enfants atteignent cet âge où, même sans les mots, ils ont compris, ils comprennent. Et là, l'injustice, elle est flagrante et elle n'est plus tenable, en fait, au sein de cette famille. Et elle pense à ce qu'elle va leur transmettre, si elle continue à accepter ça. Elle pense à cette transmission. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'aimerais vous demander à l'un et à l'autre, puisqu'on parle de transmission, puisque vous êtes là aussi pour délivrer cette parole face à ceux qui écoutent, et il y a 2-3 personnes dans cette salle autour de nous qui écoutent, je pense, au moins, Eri et Luca. Si on reprend le personnage de votre vieil homme, de ce campeur, il transmet aussi à cette jeune femme, à cette jeune fille de 20 ans, gitane. Vous, quel message vous délivreriez à la jeune génération aujourd'hui? Marie-Hélène Lafont, pareil. Quels sont les mots que vous voudriez transmettre à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui? Vous savez, ça va paraître court et mince, mais rien d'autre que vaillance et vigilance, quoi. Rien d'autre que ça. C'est déjà immense, on n'en fait pas le tour. Vaillance pourquoi? Vigilance contre quoi? Contre tout ce qui empêche de vivre. Et tout ce qui... Enfin, qu'on s'épuiserait constamment à nommer et qui est dans le livre d'Eri De Luca, qui est dans le mien, qui est tous les jours dans les colonnes des journaux et dans la rumeur du monde. Donc, chacun, dans son espace vital, avec ses mots, avec ses gestes, avec ses silences aussi, vaillance et vigilance. Alors, j'entends bien, hein, dans ce qu'a dit Eri De Luca tout à l'heure, et dans votre itinéraire de vie que chacun connaît ici, il y a des phases comme ça de militance, d'action collective, voilà, qui sont pas du tout présentes dans mes propres livres et dans ma propre histoire. Et à plusieurs, probablement, on est plus efficient, on est plus efficace, on est plus puissant. Mais déjà, en soi, dans son univers, vaillance et vigilance. Et si vous voulez, moi je suis professeur, je le suis encore, je le suis depuis 40 ans. Donc j'essaie de donner à mes élèves ce que j'appelle le viatique, c'est-à-dire qu'ils puissent apprivoiser suffisamment la langue pour pouvoir penser et dire et partager et aller dans le monde, justement, tel qu'il est, c'est-à-dire avec ces vertiges qui nous paraissent incommensurables et infranchissables, mais je crois que chaque époque a les siens. Moi, j'en suis là. Écoutons Eri De Luca, je pense qu'il a des choses beaucoup plus affûtées à dire. Non. Mais une fois, je me suis trouvé dans un lycée où le professeur, à la fin de la rencontre, a dit « Mais qu'est-ce que tu dis à ces jeunes gens qui sont notre futur ?» Alors j'ai dit « Rien, parce que les gens ne sont pas notre futur. Les gens sont leur futur. Pas mon futur. Mon futur, c'est foutu. Futur, foutu. C'est passé, le futur. C'est le jour par jour, mon futur. Et le futur arrivera chez eux, chez les jeunes, et les amènera avec lui. Mais alors, la seule chose qu'on peut faire face au futur inexorable, sauf le suicide, mais ça, le futur inexorable qui arrive aux jeunes gens, un jeune homme peut dire, une jeune femme peut dire, bon,
Je suis à la maison, le futur arrivera, il m'amènera avec lui, donc je n'ai pas besoin de m'agiter, non, de faire quelque chose pour le futur, parce que le futur est mon droit, il m'arrivera. Ou bien, de l'autre côté, on peut dire, mais je voudrais faire quelque chose pour que le futur soit comme je préfère qu'il soit. C'est agir pour mettre ma petite voix dans la direction du futur que je préfère. Agir et faire quelque chose pour ce futur. Vous pouvez faire les deux choses. Restez à la maison parce que le futur verra vous chercher et vous prendre en voiture au bon moment. Ou décider de influencer un peu le chauffeur du futur qui viendra vous chercher. Je peux dire quand même un mot des règles du Mikado, Éric De Luca. La transmission, en tout cas le passage, l'échange, il est réciproque entre ces deux personnages, tel que vous l'avez imaginé. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que lui va apprendre des choses d'elle et elle va apprendre des choses de lui. Ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que lui apprend alors qu'il pense déjà savoir tout? Il apprend d'elle beaucoup de choses. Parce qu'elle connaît, elle connaît les choses pratiques, elle connaît aussi les mystères de la vie, elle sait lire les mains, elle sait s'adresser aux animaux qu'elle appelle personnes, ils ne sont pas des bêtes ou des animaux, elle les appelle personnes. Et lui, il lui apprend rien, sauf à la fin un désir d'apprendre à lire et à écrire, parce qu'elle est analphabète. Alors à la fin, par osmose, par épidémie physique, par un passage physique, elle décide à la fin de leur rencontre qu'elle veut devenir savante. Elle veut apprendre l'alphabet, se débarrasser de l'analphabétisme. Mais ce sont des effets collatéraux du mystère de la rencontre. Parce que pour moi, la rencontre, c'est un mystère. C'est un mystère, même la rencontre entre moi et un livre, c'est un mystère. Pourquoi le moment est venu pour que je puisse rencontrer ce livre? Et la rencontre n'a rien à voir avec les rendez-vous. Se produit sans réservation des places. Et là, ça a été une belle rencontre pour vous avec ce livre? C'était une belle rencontre. Bon, là, il y a un vieux, qui c'est moi, une version améliorée de moi, parce qu'il est horloger, donc il sait faire des travaux très délicats et très précis, donc je suis imprécis. Dans les mains, j'ai toujours fait des travaux grossiers avec les mains parce que je me manque la précision. Le Mikado, je suis nul, j'étais toujours nul au Mikado, mais j'ai inventé quelqu'un qui était très capable de jouer tout seul avec le Mikado. Donc, si, mais la rencontre, c'était avec une personne complètement différente. Ça veut dire, et j'ai choisi la gitane parce qu'elle s'extrait d'un endroit et d'une ambiance et d'une famille et d'une vie dans laquelle elle ne pourra jamais plus rentrer. Mais lui, il n'est pas seulement horloger, c'est un homme à double fond. Tout le monde a double fond. Oui, ben voilà. J'ai un double fond. Un triple fond. C'est insondable. Et ce livre donne quand même le vertige à cet égard. Nous avons des doubles fonds avec son format de secret. Non? Oui, bien sûr. Nous avons des secrets. Heureusement. Et nous gardons les secrets. Parce que si on fait percer, si le secret perce hors de nous, nous sommes plus faibles. Nous perdons de consistance. Je viens d'une ville, Naples, qui est très surpeuplée, mais sous est vide. Naples est campée sur le vide. Parce que dès l'époque des Grecs, ils ont creusé pour extraire du tuf pour bâtir un nom. Donc Naples est une ville à double fond. Et la vérité de Naples est dans le sous-sol.
À la surface, il y a une image, une masque. La masque, mais sans masque, est le sous-sol. C'est comme ça pour nous, je pense. Dans ce livre, quand même, il y a une sorte de retournement comme ça. Mais vous n'allez pas le... Non, mais... Vous n'allez pas le donner, c'est pas le raconter. Non, mais comment dire, on passe de l'autre côté. Voilà. Et c'est justement ça qui... Mais dans le vôtre aussi. Oui, mais c'est dans un tout autre registre. Mais c'est justement ça qui, à mon avis, ouvre des perspectives. Voilà. Qui font qu'on n'est jamais bien sûr d'avoir mis les pieds là où on les a mis. Et on n'est jamais bien sûr de ce qui se joue derrière les apparences, justement. Le théâtre où les masques s'agitent. Éric De Luca, qui êtes-vous en vrai? Un lecteur. Ça, c'est ma définition de moi-même. Je suis un lecteur. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup plus de toute autre manifestation physique ou spirituelle. Je suis un lecteur. Après, je suis invité comme écrivain. Mais écrivain, c'est une activité mineure dans ma vie, dans ma journée. Heureuse, bien sûr, mais ce n'est pas ma définition de moi-même. Donc, je suis un lecteur. Biologiquement, géographiquement, napolitain. Mais tout ça, on le savait déjà. Hein. Mais on n'en saura pas plus. Posez la question. Non, on vous la pose à vous. Je vais savoir. Là. On n'en saura pas plus. Ça se tente quand même à deux, non? En le cuisinant un peu, je ne sais pas si c'est le bon endroit. Non, mais c'est justement comme ça le fait que les écrivains, peut-être peut-être pas davantage que les autres, mais il se trouve que ça se voit, quoi, sont inépuisés. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais au fond. Voilà. Et les masques jouent comme ça d'un livre à l'autre, comme sur autant de scènes, et se succèdent ou se contredisent, se croisent, s'entrecroisent. C'est une salle de bal ici. Bon, ben voilà. Donc les livres sont des scènes de bal. Cependant, il y a quand même quelque chose, je reviens à la thématique, notre besoin de racines ou de sources et de solidarité. Est-ce que vous avez le sentiment, l'un comme l'autre, d'avoir eu besoin, au fil des années, de partir, de la même manière que vous avez quitté Naples, de partir pour mieux revenir? Et les sources, Marie-Hélène Lafont, sont comme elles aussi pour vous un retour aux sources. En somme, dans vos vies, dans vos écritures, de livres en lire, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir opéré, au fur et à mesure, un retour aux sources, à vos sources, l'un et l'autre? J'ai bien entendu tout à l'heure cette image très, très belle de la dent arrachée, vous voyez, et ce mot arraché, ce mot arrachement, je l'emploie souvent pour accompagner ce qui est le mouvement de ma vie, mais qui est très banal, très ordinaire, très générationnel. Je dis souvent que quand on est né dans le milieu dans lequel je suis née, c'est-à-dire dans une famille de paysans au début des années 60, et plusieurs enfants, une ferme familiale petite, ben forcément, on va s'en aller, les filles. Les filles vont s'en aller, et parfois les garçons vont rester sur le carreau agricole ordinaire. Mais les filles vont s'en aller. Donc, ce mouvement d'arrachement, si vous voulez, en ce qui me concerne, il est vécu comme à la fois très sociologique, très inscrit, jamais remis en question, déjà toujours là, ça passera par l'école, c'est très générationnel, voilà, et il s'accompagne d'un attachement indéfectible, arrachement et attachement. Je ne les sépare pas. Et donc, à 18 ans, vous quittez Naples, à 18 ans, je quitte Saint-Flour, c'est moins flamboyant. Hein. Et je viens faire des études à Paris. Et l'écriture, au fond, quand je commence à écrire, j'en ai le désir, mais je ne le fais pas. Quand je commence à écrire, et d'abord je commence à lire, bien entendu, je ne sépare pas les deux, hein, lire et écrire,
Et d'abord un arrachement, ou pas, au Oui, départ, si l'écriture. vous voulez, elle suppose un arrachement. Oui. S'il n'y a pas de prise de distance, il n'y a pas d'écriture. Enfin, en ce qui me concerne, non, je n'en fais pas une loi générale, mais en ce qui me concerne, l'écriture impliquait de toute façon qu'il fallait avoir une distance. Voilà. Et en même temps, je savais pertinemment que si un jour j'écrirais du lieu et du milieu d'où je venais, que ça serait la matière de mes livres. Non pas pour s'y enfoncer comme une taupe. Hein. C'est pour ça que je préfère le mot source au mot racine. Hein, parce que les racines, je les laisse aux arbres. C'est déjà considérable. Hein. Mais je préfère le mot source parce qu'il y a quelque chose de plus fluide, de plus lumineux. Hein. Bon. Mais je ne suis en quelque sorte partie et en même temps jamais partie, si vous voulez. Parce qu'il y a quelque chose en soi et de soi qui reste définitivement dans le lieu premier. Voilà, dans ce que j'appelle le pays premier, mais chacun portant soi le sien. Et quand on écrit, eh bien, on est amené, je crois, à être à la fois au travail comme travailleuse du verbe, hein, sur ces chantiers-là qui sont les chantiers profonds, voilà, des enfances inépuisables, et puis en même temps, on est jeté dans le monde, et les deux ne s'excluent pas, si vous voulez, se rassemblent au contraire dans le mouvement vital. Voilà. Et moi, j'en suis là. Et bon, je ne sais pas combien de temps. Je pense souvent à. C'est Aragon dans le roman inachevé. Je n'aurai pas assez de temps pour aller au bout de moi-même. Voilà. Donc, j'ai souvent ce sentiment-là. La matière à écrire comme ça, son chaos me déborde. Et c'est ça le pays que j'habite. Voilà. Avec donc le recours aux sources, mais qui n'est pas un retour. Voilà. Qui n'est pas un retour. Non, non. On ne les quitte pas. Elles ne nous quittent pas et on ne les quitte pas. Voilà. Parce que dans le livre, il y a l'une des 3 enfants, l'une Oui. des 2 filles, Oui. qui part, à peu près comme vous avez évoqué votre départ ou votre arrachement, et qui revient au détour d'une circonstance qu'on ne racontera pas. Elle reste certes à la porte de cette source, à la porte de cette ferme, mais elle y retourne quand même. Et elle y retourne apaisée, un peu plus apaisée. Elle peut regarder cet endroit dont elle s'est arrachée avec plus de sérénité. Pour vous, ce livre, Les Sources, c'est pas ça. C'est pas ce retour, là, dans le jardin, à regarder les pierres de cette maison où vous aviez grandi. Non, Sans que cette histoire soit la vôtre. Hein, Oui, j'entends. Mais le terme, encore une fois, le terme de retour me paraît ne pas épuiser ce mouvement vital qui fait que toujours les impressions d'enfance nous constituent, nous traversent, nous travaillent. Et le mouvement vital de nos existences, qui ne sont que ce qu'elles sont, mais qui se construisent et s'inventent, nous emporte. Voilà. Et je ne fais pas de... je ne crée pas de... Oui, c'est ça, d'opposition entre ce qui serait de l'ordre du partir et ce qui serait de l'ordre du revenir. Mais peut-être parce que, encore une fois, j'ai la chance d'être à l'établi d'écriture. Moi, je considère vraiment que c'est une chance, peut-être même un privilège, une grâce en tout cas, que d'être... voilà, d'écrire des livres et de les partager. Donc, c'est peut-être cette situation-là qui fonde ce sentiment à la fois de vertige et de plénitude, si vous voulez, qui est celui de l'écriture. Voilà. Et les sources, nos sources, elles sont... On en est pour toujours traversées. Éric De Luca, et pour vous, de livre en livre, le sentiment d'un retour aux sources, les vôtres? Bon, oui, seulement les arbres ont les racines. Mais quelles sont les racines de moi? Sont mes parents et mon lieu de naissance. Et je ne peux pas revenir sur les deux.
Donc c'est impossible le revenir et le retour. Est possible la révocation ou la convocation de certaines personnes, de certains lieux, à travers l'écriture. Ça, c'est possible. La source, pour moi, c'est le dialecte napolitain, parce que ça, c'est ma langue maternelle. Ah là, je la continue à exploiter, je continue à l'employer, la langue maternelle, mais avec moi-même. Donc, je m'encourage en napolitain, je me tiens compagnie en napolitain que je suis seul, je m'insulte en napolitain. Et vous rêvez, vous l'avez déjà dit, vous rêvez en napolitain. Mais j'oublie tout. Quand je rêve, j'oublie presque tout. Mais l'insulte en napolitain, je dis pour ceux qui me veulent insulter, il faut employer le napolitain, parce que l'insulte en italien ou en français ne me fait rien. N'arrive pas à me piquer les nerfs. Seulement le napolitain est capable de me faire réagir. Vous pouvez nous en apprendre une? Hein? Vous pouvez nous en apprendre une? Non. Pourquoi? Bien sûr, non. Non, il faut être autodidacte dans les insultes. Si on vous chauffe un peu, peut-être qu'on va y arriver, ça va sortir spontanément. Je ne m'aperçois pas quand vous mettez le point d'interrogation. Oui. Non, il y avait 3 petits points, là, je crois. Est-ce qu'il y a des mots pour vous? Vous parliez de l'importance de la langue refuge. Est-ce qu'il y a des mots pour vous qui manquent à vos langues, à nos langues, le français, l'italien, le napolitain? Est-ce qu'il y a des mots qui restent à inventer pour dire tout ce que vous avez envie de dire? Écoutez, ça serait déjà bien si j'étais capable de faire rendre leur jus, vous voyez, comme en des temps de vendange, on fait rendre son jus au raisin ou aux fruits. Ça serait déjà bien si j'étais capable d'extraire le sucre de ce qui existe. Donc, il en manque certainement, et il m'en manque par impuissance, encore une fois, vous voyez, parce que une langue, c'est impossible à étreindre et embrasser totalement. On n'en finit pas, vous voyez, d'en découvrir des perspectives nouvelles. Voilà. Et en plus, alors la différence d'Eri De Luca, moi, je n'en ai qu'une. Parce que vous, quand je vous entends, alors le napolitain, si je comprends bien, pour rêver, pour s'insulter, j'en passe et non des moindres. Bon, l'italien, le français, voilà. Moi, je n'ai que la mienne. Je n'ai que le français. Et encore une fois, j'ai le sentiment souvent pas respirer assez large, quoi. Vous voyez, donc, je dirais pas qu'il en manque, il m'en manque. Ah. Et j'en découvre régulièrement. Vous voyez, par exemple, les noms des fleurs ou les noms des arbres. Eh bien, si on y réfléchit, il y a des fleurs, il y a des arbres qu'on ne sait pas nommer. Moi, je ne sais pas les nommer. Voilà. Leurs noms existent, sont suspendus comme ça dans l'air et dans la lumière, et je ne les sais pas. Voilà. Eh bien, voilà, de cette façon, oui, il me manque, et j'ai un désir et une attente. Il y a cette phrase dans les sources que j'adore, cette phrase de vous. Vous écrivez: de la violence de son mari, la femme n'a rien dit. Les mots ne lui viennent pas. L'orgueil les bloque. Ça s'appelle l'orgueil, ce qui la fait tenir et rester. L'orgueil qui bloque les mots. Alors, nombre de mes personnages ont les mots bloqués, pour toutes sortes de raisons. Ça peut paraître paradoxal de créer, d'incarner avec des mots des personnages qui n'ont pas les mots. Mais je viens d'un monde dans lequel les mots, non pas qu'on n'en avait pas, hein, mais on en avait pour parler du travail et pour parler des autres dans la sphère villageoise. Mais il y avait aussi des steppes de silence. Voilà. Enfin, ces steppes de silence, elles sont dans les enfances que vous racontez dans Une fois un jour. Ça se tait beaucoup aussi
autour de la table. Voilà, souvent, les écritures remontent de là, vous voyez, des steppes de silence des enfances. Et dans les sources, pour le coup, c'est le cas. Et dans ces silences-là, évidemment, dans ce livre-là, il se trouve que dans ces silences-là, on a voilà, une violence très, très grande, qui est d'autant plus grande qu'elle est tue. Voilà. Et qu'elle ne peut pas être partagée. Si elle était partagée, elle n'existerait pas. Au fond, ça la ferait éclater. Voilà. Donc, c'est un paradoxe que de mettre des mots sur ces silences. C'est le paradoxe des travailleurs du verbe. Éric De Luca, sur cette question des mots. Alors attendez, je la reformule avec un beau point d'interrogation. Vous voulez bien? D'accord. Alors, quel mot manque-t-il à nos langues? Quel mot inventeriez-vous? Je pense qu'il ne manque aucun mot dans les langues. Et mais que les langues évoluent, et donc ils perdent des mots et inventent des nouveaux, mais qu'en tant que lecteur, je sais que la littérature a su m'exprimer des choses que je n'avais jamais imaginé de pouvoir décrire et apprendre. La littérature m'a fait connaître la vie mieux que mon expérience physique personnelle. Et donc, quand quelqu'un dit « il n'y a pas de mots », c'est quelque chose qu'on peut dire, qu'on écoute, non, ah, il n'y a pas de mots pour dire ça. Non, il y en a. Regarde, va chercher, ne sois pas paresseux, va chercher, il y en a. Il y en a plein de mots pour dire ça. Cette image vaut plus de 1000 mots. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Une image sans les mots est vide. Si je regarde un tableau de la Renaissance et il me manque toutes les informations du nom de l'auteur, où il a vécu, les personnages qu'il peint, je ne regarde rien. J'ai une basse définition de la réalité. Ce qui fait la littérature est de donner une haute définition de la réalité. Te donne comme des lunettes pour regarder mieux et plus précisément la réalité. Donc, il y a les mots, il y en a plein de mots. Je ne vais pas inventer des mots. Je profite de c'est comme en alpinisme, je n'ouvre pas de nouvelles voies. Je fais l'escalade sur les vieilles voies ouvertes par des générations avant moi, et j'aime mettre mes mains et mes doigts sur les passages sur lesquels sont passés des alpinistes et les générations avant moi. Donc, il existe déjà les mots. J'invite à réagir à l'expression « il n'y a pas de mots ». Vous êtes coupable de ne pas les chercher. Cette image que vous venez d'employer, j'emprunte des voies qui ont déjà été ouvertes par... quand je vous entends dire ça, je pense exactement dans Un cœur simple de Gustave Flaubert, à ce moment où Félicité apprend que son neveu Victor est mort, et elle ne peut rien dire, elle doit aller couler la lessive et finir la lessive. Elle ne pleurera que le soir. Il y a quelques phrases comme ça. Et ces moments-là de silence et de débordement de soi-même, on les connaît, on y a parfois été confronté. Et quand je lis ça, quand je relis ça, parce que je le relis inlassablement, eh bien, je me dis exactement ce que vous venez de dire, à savoir que, voilà, Flaubert a ouvert cette voie-là, comme on ouvre une voie en alpinisme, et je place mes mains et mes pieds et tout mon corps et je le suis. Et c'est le pouvoir d'ouvrir des voies avec les mots. En effet, allons-y.
c'est fait. La voix effrayée. Non, en vous écoutant, il y a Grégoire Bouillet, qui est un écrivain romancier français, qui a un livre qui vient de paraître à la rentrée. Il disait exactement le contraire. Enfin, il écrit exactement le contraire de ce que vous disiez. C'est qu'en fait, peut-être, les mots, je pensais à ça parce que Cézanne, les peintres sont aussi très importants dans votre vie, Marie-Hélène Lafont. Vous aussi, Éric De Luca, et on s'est rencontrés la dernière fois au Louvre pour parler de toutes ces peintures italiennes dans le cadre de cette exposition consacrée à Naples. Donc, ce rapport à l'art et au regard. Grégoire Bouillet dit, en fait, aussi, on a désappris à regarder l'art, les tableaux avec nos yeux. Aujourd'hui, on les regarde à travers les mots, justement les mots des cartels, toutes ces informations, ce premier récit qui est donné là. En réalité, il y a une sorte de cécité qui s'est mise en place avec le temps parce qu'on a trop on met trop peut-être d'informations, on donne trop d'indications, de commentaires. Hein. Et j'ai trouvé intéressant que vous disiez avoir besoin d'en passer par les mots pour regarder un tableau. Hein. C'est un autre récit qui s'ouvre. Mais peut-être qu'on aurait quand même aussi perdu quelque chose, un sens du regard que votre héroïne réactive dans le livre. Hein. C'est la différence avec lui. Le vieil homme, lui, il a le pouvoir des mots, celui des livres, et elle a celui de la sensation, elle a vraiment celui du regard. Elle vit, elle fonctionne avec ses 5 sens. Et pour moi, c'était aussi un plaidoyer à ça, votre roman, Éric De Luca. C'était peut-être que la manière d'habiter ce monde, aujourd'hui, elle passe par ça, par cette réouverture des sens. Vous ne croyez pas ? Dans les églises, il y avait plein de peintures. Pourquoi ? Parce que les fidèles, les personnes qui allaient à l'église, étaient analphabètes. Et alors, ils voyaient les histoires. Mais ils voyaient les histoires, ils les reconnaissaient parce qu'ils avaient déjà écouté. C'était la voix des évangiles, des histoires sacrées qu'ils connaissaient et qu'ils trouvaient exprimées dans la peinture. Ils reconnaissaient ce qu'ils voyaient parce qu'ils avaient déjà entendu, écouté les histoires, avaient déjà appris les mots pour lire les peintures. Donc il y a toujours cette question, pour moi, de la priorité des mots et de l'ouïe. Parce que je suis devenu un écouteur. En tant qu'enfant, quand j'écoutais à travers les murs de Naples, qui étaient des murs faibles, qui fermaient mal, étaient des murs cordiales, ne voulaient pas faire la séparation entre les chambres, j'écoutais les histoires que se racontaient les parents, les grands-parents, à propos des bombardements de Naples, des éruptions, des tremblements de terre. Toute cette histoire passait dans mon ouïe, et mon ouïe était capable de transmettre physiquement ce qu'il entendait à tous les sens. Tous les sens étaient informés par les mots que j'écoutais, par les voix, par la modulation de fréquence des voix napolitaines, qui pénétrait dans mes nerfs et me permettait d'être physiquement part de cette histoire, de recevoir physiquement les histoires des bombardements, leurs fuites, les mots d'esprit, parce que pendant toutes les tragédies qu'elle racontait, il mettait des choses ridicules à l'intérieur pour faire une espèce d'éclat de rire tout à coup. Dans le vacarme de la tragédie, un coup de théâtre pour rire, non? Pour enjamber la tragédie et la faire devenir comédie. Non, ridicule. Il avait besoin de ça pour pouvoir continuer à dire. Donc, pour moi, ce sont les mots qui m'ont formé mon éducation à la réalité. Les mots que j'entendais à travers les murs. Mais pour moi, il n'y a pas de contradiction entre le recours et le registre et l'infini châtroement des mots et de la langue et le trésor des sensations. L'un et l'autre ne se séparent pas. Et quand on écrit, on tente d'approcher au plus près
avec les mots et de faire approcher au plus près ceux qui nous lisent, éventuellement si on est lu, d'approcher au plus près de ce jaillissement des sensations. Les 5 sens et tous les autres qui n'ont pas de nom, parce que s'il y en avait que 5, ça se saurait. Hein. En ce qui me concerne, par exemple, vous voyez le rapport à la peinture, il implique de ne pas séparer le recours aux mots et le travail de la sensation. Je ne les sépare pas du tout. D'ailleurs, sensation, c'était le maître mot, le mot obsessionnel d'un Cézanne. Obsessionnel. Il nous reste 2-3 minutes. J'aimerais juste peut-être reboucler avec le début de notre discussion, avec ce besoin de racines, ce besoin de solidarité, et ce qu'on évoquait ensemble, Éric De Luca, avec vous, Marie-Hélène Lafont, ce devoir d'humanité, ce devoir de civilisation. Il y a beaucoup d'hommes politiques, évidemment, aujourd'hui. Vous avez parlé des responsables politiques italiens, de Giorgia Meloni, vous l'avez évoqué, Éric De Luca, en Europe, mais pas seulement. On est à 1 mois de l'élection du scrutin, de l'élection présidentielle américaine, où la question se posera de la même manière. Il y a aussi beaucoup d'intellectuels, d'écrivains qui pensent, qui écrivent que notre civilisation aujourd'hui vit un long mais inéluctable déclin. Est-ce que pour vous, la civilisation européenne aujourd'hui est menacée? Est-ce que vous croyez cela aussi? C'est un ancien refrain. Ah, qu'on est toujours dans la descente, toujours dans le déclin. On décline depuis des milliers d'années. Toute génération décline après l'autre, l'une après l'autre, et nous sommes encore arrivés au précipice. Donc c'est on décline à l'infini. Non, je ne vois pas cette pente. Je vois pas cette pente. Le « c'était mieux avant », je le place dans un de mes livres. C'est une phrase que je prête aux vaches. Si les vaches avaient la parole, elles diraient « c'était mieux avant ». Ça s'appelle un mot de la fin. Merci 1000 fois. Énorme merci, Marie-Hélène Lafont. Je rappelle... Merci beaucoup. Marie-Hélène Lafont, Les Sources, son dernier roman vient de paraître chez Buchet-Chastel. Éric De Luca, merci beaucoup. Les Règles du Mikado, apparu chez Gallimard. Et je vous invite aussi, si vous aimez les livres d'Éric De Luca et que vous n'avez pas encore tout lu, à vous procurer le très beau quarto qui est paru cette année, avec toute une introduction réalisée par Éric De Luca où il raconte ça, les débuts, l'enfance, jusqu'à aujourd'hui. Naples, notamment aussi. Merci beaucoup à tous. Bon festival et merci à America.